Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Et je pense que vous serez intéressés. Première question au chef de l'opposition officielle. À vous la parole, monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ce que le dernier dérapage de la CAQ en matière d'immigration a remis en évidence, c'est qu'il y a des sérieux problèmes sur les façons de faire de ce gouvernement. Monsieur le Président, la CAQ est tellement pressée qu'on apprend que les ministres refusent même de tester certaines de leurs mesures avec leurs collègues en comité. Ils ne consultent pas, ils n'écoutent pas, ils évitent en fait tous les avis contraires. Bref, la CAQ n'est obnubilée que par ses propres idées. C'est tellement vrai que pour en arriver à ses fins, le gouvernement précipite ses travaux, bulldoze tout ce qui est sur son chemin et même, bien sûr, cette Assemblée. Monsieur le Président, lorsque la CAQ est mal prise, elle se tourne vers le bâillon pour enfoncer dans la gorge des Québécois certains projets douteux. Les derniers jours n'ont pas été accidentels, c'était une catastrophe annoncée. Les prochaines, Monsieur le Président, le seront également. Hier, j'ai demandé au Premier ministre si des gestes allaient suivre les paroles d'humilité. Ce matin, on apprend qu'il a rétabli le programme pour les étudiants étrangers. La question, c'est pour combien de temps? Un nuage noir plane toujours. Quelle garantie, Monsieur le Premier ministre, allez-vous donner d'être maintenant à l'écoute? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux rassurer le chef de l'opposition officielle. Je sais très bien que les ministres du gouvernement travaillent beaucoup d'heures. Il leur arrive même de lire des documents dans leur voiture. Et, Monsieur le Président, les projets de loi qui sont déposés sont analysés en comité de façon détaillée, chaque projet de loi. Ensuite, les projets de loi sont examinés au Conseil des ministres. Et donc, Monsieur le Président, je veux le rassurer, on travaille très fort sur chaque projet de loi. Mais, Monsieur le Président, c'est certain que quand on veut faire des changements, ce n'était pas le cas de l'ancien gouvernement, ça demande plus de travail, ça demande plus d'attention. Mais si on revient au dossier de l'immigration, Monsieur le Président, le statu quo était inacceptable. Et, Monsieur le Président, on va continuer de faire des changements. On va, bien sûr, consulter encore davantage les recteurs d'université, les directeurs de cégep, les groupes qui représentent les entreprises, mais on va travailler pour les Québécois. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, sur les tarifs d'hydro, sur le cannabis, sur les commissions scolaires, les experts ont décrié plusieurs fois que la CAQ faisait fausse route. Le Premier ministre n'écoute aucun des experts consultés. On est loin des belles paroles qui accompagnaient son mea culpa. Vous savez, même un gouvernement majoritaire se doit d'être à l'écoute. Monsieur le Premier ministre, allez-vous encore faire fi des mises en garde des experts? Ce n'est pas normal de toujours avoir sur plusieurs dossiers l'unanimité contre vous. Je vous demanderai de toujours adresser vos questions à la présidence. Monsieur le Premier ministre. J'ai l'impression, Monsieur le Président, qu'il y a une bonne proportion des Québécois qui appuient le gouvernement de la CAQ. Et, Monsieur le Président, il faut faire attention avec certains groupes qui sont davantage des lobbies. Je pense entre autres aux commissions scolaires. Je sais qu'il y a beaucoup de représentants, d'anciens présidents, présidentes de commissions scolaires qui sont dans les vieux partis. Mais, Monsieur le Président, dans toutes les décisions qu'on prend, on travaille pour l'intérêt des Québécois. Pas pour les lobbies, pour les Québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je vous demande votre collaboration à tous pour être attentifs aux questions comme aux réponses. Monsieur le Président, plus ça change, plus c'est pareil, plus c'est la division du Québec. Pourquoi tourner les coins ronds? Prenons l'exemple de Desjardins, par exemple. Une journée, le leader s'excuse pour son manque d'écoute. Le lendemain, il sort une procédure inutilisée depuis 15 ans pour imposer sa façon de faire. Même le premier ministre et le ministre des Finances affirment qu'ils ont toujours voulu consulter. Si c'est le cas, pourquoi le leader refuse-t-il depuis 5 mois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dès le début, dès le mois de juillet, on était d'accord pour entendre Desjardins en commission parlementaire. On était d'accord, Monsieur le Président, pour recevoir 6 groupes. Malheureusement, l'opposition a amené des listes interminables. Et, Monsieur le Président,
Ce qui est important de se rappeler, là, c'est qu'en 1 an, le gouvernement de la CAQ a accepté plus de mandats d'initiative dans les commissions que le gouvernement libéral pour les 4 dernières années. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir. S'il vous plaît, vous connaissez la règle. On est attentif aux questions-réponses, mais on ne commande pas ces mêmes questions-réponses alors qu'elles sont dites. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition, à vous seulement la parole. Monsieur le Président, je crois que c'est inexact ce que le premier ministre vient de dire. Maintenant, la CAQ préfère ignorer les experts. Le résultat, Monsieur le Président, ce sont des mesures brouillonnes, inhumaines, anti-économiques. Comme l'a dit hier le ministre de la Famille, la précipitation, c'est pas bon. Même vos propres ministres vous exhortent à bien faire votre travail et on les comprend. Et en fait, ils ont tous peur de Jolin-Barretter leur réforme, Monsieur le Président. Voilà. Je pense, Monsieur le leader du gouvernement ou Monsieur le ministre de l'Immigration, Monsieur le leader du gouvernement. Bien, écoutez, Monsieur le Président, je pense que ça réfère à mon nom. Je pense pas que c'est permis de faire ça. Je pense que le chef de l'opposition officielle a beaucoup plus de classe qu'il laisse entendre aujourd'hui. Et non, mais deux secondes. Je vais quand même vous dire, je laisserai la parole 2 secondes, mais très honnêtement, ces propos-là, je ne les souhaite pas. Je pense que je ne veux pas de ce genre d'expression et je pense qu'on doit maintenant faire en sorte de ne pas la répéter. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je vous invite à modifier notre lexique dont on a parlé hier et à l'ajouter comme un terme antiparlementaire et une insulte. Non, on utilise uniquement les titres, et vous le savez. Non, mais écoutez, je pense que le débat est clos. Je viens de le dire il y a 2 instants. Je ne veux pas de ce genre d'expression. On utilise uniquement les titres. C'est notre façon de faire. Nous connaissons les règles. J'aimerais qu'on continue dans l'ordre et la collaboration la période de questions. Nous en sommes là. Bien, Monsieur le Président, un mot de solidarité avec le député de Lapinière qui porte le même nom que moi. Alors, lorsque son chef s'attaque à moi sur mon nom, il s'attaque au député de Lapinière. On complète, s'il vous plaît. Pour la question, on en est à la réponse de M. le Premier ministre. Monsieur le Président, revenons sur le dossier de l'immigration. Actuellement, il y a 120 000 candidats à l'immigration qui veulent venir au Québec. On préfère mettre la priorité sur les endroits où il y a des pénuries. On pense que c'est important de faire entrer des gens qui connaissent l'informatique. C'est important de faire entrer des gens qui pourraient agir comme infirmières dans nos hôpitaux. Le Parti libéral, avec ses vieilles façons de faire, est dans le premier arrivé, premier servi. Ça ne marche pas. Ça nous a amenés dans la situation actuelle. Heureusement, il y a un gouvernement qui va faire des changements enfin. Principal. Votre attention à tous. La parole vous appartient, Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Je reste sur ma question. Même si j'ai un mélange. Alors, le mois de juin dernier, le Québec apprenait que notre plus grande institution financière avait été victime d'un énorme vol de données personnelles. La situation est évidemment inquiétante, tellement que les partis d'opposition avaient rapidement demandé à entendre en commission parlementaire Desjardins, bien sûr, mais aussi des experts. Le gouvernement a toujours refusé, préférant attendre. Depuis, il y a eu la fuite de données chez Capital One, qui a touché de nombreux Québécois, Revenu Québec et ses employés, et on apprend aujourd'hui le dossier de Santé Québec. Hier, le gouvernement a décidé d'imposer une solution brouillonne et unilatérale avec seulement 6 entités invitées. Oui, il y a les clients de Desjardins, mais les fuites de données personnelles ne le sont pas exclusives, Monsieur le Président. Alors, pourquoi le gouvernement ne veut-il pas faire la lumière sur tous les cas de fuite de données, notamment celles touchant le secteur public? Monsieur le ministre des Finances. Bien, merci, Monsieur le Président. Ça faisait longtemps que j'attendais une question. Alors, permettez-moi de souligner la mise à jour économique du Québec la semaine dernière. Et j'imagine que votre silence endosse le jugement de DBRS et le travail de qualité que nous avons fait. Alors, merci. Pour ce qui concerne la fuite de données chez Desjardins, un incident extrêmement sérieux, ma priorité, la priorité de tous, c'est la sécurité financière des Québécois. Et depuis le début, nous étions ouverts à entendre Desjardins, l'AMF, Equifax et d'autres. Mais c'est vous qui avez retardé le processus et maintenant,
Nous assumons nos responsabilités. Il est temps de les entendre et tout ce que nous allons entendre va nous aider à collaborer, notamment dans le projet de loi sur les agences de crédit. Nous sommes la seule province qui n'a pas de projet de loi sur les agences de crédit et nous allons amener le gel de crédit. Ce sera très bon pour les Québécois. Ma collègue, la ministre de la Justice, mon collègue, le ministre délégué à la transformation technologique, est au travail et ça nous fera plaisir de travailler avec vous. Madame la députée, je vous demande d'être attentif. D'Anjou-Louriel, première complémentaire. Monsieur le Président, la liste des invités en commission est tellement restreinte qu'aucun groupe représentant les consommateurs s'y retrouve. Ils sont les grands absents, mais aussi les grands perdants. Ni l'Union des consommateurs, ni Option consommateurs, ni l'Office de la protection du consommateur y seront. Pourtant, ils sont les premiers interpellés. J'aimerais savoir pourquoi la ministre responsable de la protection du consommateur a-t-elle approuvé la liste restreinte de son leader sans représentant des consommateurs et pourquoi elle ne s'est pas assurée qu'il soit présent comme nous le demandions. Monsieur le ministre des Finances. Mais le but, c'est justement de faire ça pour les membres. Nous allons entendre Desjardins. On parle de l'incident de la fuite de renseignements chez Desjardins. On va entendre Desjardins, Equifax, son régulateur, l'AMF et d'autres experts. Voulez-vous entendre ma réponse? Alors, nous travaillons pour les consommateurs, pour les membres, et nous allons entendre les parties prenantes qui concernent cette fuite de renseignements chez Desjardins. Deuxième complémentaire. Encore une fois, je suis obligé de vous rappeler les règles. Soyons attentifs tant aux questions que réponses. Je pense que c'est au bénéfice de nos travaux et de ceux et celles qui veulent avoir aussi des éléments. Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. J'appellerai seulement au ministre des Finances qu'avant DBRS, il y a eu Standard & Poor's et Moody's. En imposant un mandat limité à l'Assemblée nationale, la CAQ cherche à circonscrire un débat qui devrait être le plus large possible. En juillet, le ministre des Finances lui-même mentionnait que la décision de tenir une commission parlementaire relève de la Commission, mais non pas du gouvernement. Là, il vient d'être complètement contredit par son leader parlementaire. Êtes-vous d'accord avec cette façon de faire et surtout, avez-vous approuvé la liste le ministre des 6 invités? Est-ce que c'est tout? Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le leader, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Attention à la réponse. Monsieur le Président, le gouvernement fait un geste responsable d'entendre Desjardins et les 5 autres groupes que nous aurons. Parce que vous savez, ce dossier-là, ça fait plusieurs mois. Il y a eu des événements récents qui sont survenus. Il y a une volonté du gouvernement du Québec de faire la lumière et de renseigner la population sur ce qui est arrivé chez Desjardins notamment. Le ministre des Finances, la ministre responsable de la protection des données également, présenteront des projets de loi prochainement, justement pour adresser cette question-là, Monsieur le Président, de la protection des données personnelles. Alors que le ministre des Finances lui-même était en poste, il aurait pu faire quelque chose pour assurer la protection des données. Il ne l'a pas fait, Monsieur le Président. Est-ce qu'on nous reproche d'entendre Desjardins, d'entendre des groupes en commission parlementaire? Non, le Parti libéral souhaiterait se retrouver en commission et encore bloquer les choses comme ils l'ont fait depuis 15 ans. Question principale. Non, un instant. Non, je ne sais pas, permettez-moi, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je ne sais pas aujourd'hui, c'est jeudi, peut-être que les esprits sont... je pense qu'on doit faire comme d'habitude. Non, mais très honnêtement, je m'adresse à tout le monde, puis je pense surtout à ceux et celles qui nous regardent. De chaque côté, s'il vous plaît, respect pour ceux qui posent des questions, ceux qui répondent, mais aussi et surtout pour ceux qui souhaitent les entendre. Monsieur le leader de l'opposition officielle. 20 novembre 2013, Carole Poirier, bloquée et est antiparlementaire de 1. De 2, c'est prêter des intentions. Alors, à double titre, il doit retirer ce qu'il vient d'affirmer. Monsieur le... Nous en sommes à la... Nous continuons. Je continue. Non. Écoutez, j'ai fait mon rappel. J'ai fait mon rappel. S'il vous plaît. On évite de qualifier, on reprend. J'ai fait mon rappel. Je continue. Nous continuons le processus de questions. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le leader, Monsieur le député de Lapinière, je vous demande d'être attentif aux propos qui sont échangés. Monsieur le Président,
Lorsque l'on vous pointe qu'il y a un terme antiparlementaire, il n'y a pas d'autre solution dans la jurisprudence, la doctrine et le droit parlementaire que de demander qu'on retire les propos. Je vous le cite, là, c'est pas catimini, là, c'est bloquer les travaux, c'est une décision du 20 novembre 2013, page 5776 de Carole Poirier. Il doit les retirer parce que, Monsieur le Président, si on n'a plus de termes antiparlementaires, vous allez perdre le contrôle de la Chambre, là. C'est pas ça que vous voulez. Il doit les retirer. Merci. Je vais vous demander d'arrêter de chahuter. Ça ne sert personne. J'ai dit de ne pas aller là. On ne qualifie pas les comportements des parlementaires qui jouent leur rôle. Dans le contexte, nous poursuivons le débat. Je pense que j'étais assez clair. Continuez. Nous en sommes. S'il vous plaît. Je souhaite maintenant que l'on poursuive. Monsieur le... Là, je vais vous demander, je vais très sérieusement vous demander, vraiment d'arrêter de chahuter et de continuer tous de poursuivre de bonne façon et en collaboration et de respecter également ce que l'on fait ici, de respecter les décisions, de respecter les collègues et de poursuivre cette période de questions importante. S'il vous plaît, je vous ai entendu. Ça suffit. Alors, merci. On perd du temps. Nous poursuivons également. Nous perdons. Madame la députée de Jeanne-Mance-Sauvé, je vais m'adresser de Madame de Verdun, je m'excuse, je vais m'adresser à vous directement. Arrêtez d'ajouter. Arrêtez tous d'ajouter de Verdun. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de permettre à tous de poursuivre la période de questions. Nous perdons du temps. Ce n'est pas exemplaire. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en tout respect et en toute déférence envers votre rôle dans cette Assemblée, il vous arrive parfois de reprendre des parlementaires qui utilisent des propos qui ne sont pas au lexique parce que, dans le contexte, vous jugez que ça n'améliore pas l'atmosphère des débats ici. Dans le cas qui nous occupe actuellement, ce sont des propos qui sont nommément au lexique comme propos non parlementaires. Alors, encore une fois, en tout respect pour votre autorité et votre rôle ici, je pense que la chose à faire, toute partisanerie mise de côté, c'est de demander au leader du gouvernement de retirer les propos. C'est ce que je vous soumets respectueusement. Vous savez, lorsque je prends des décisions, c'est toujours dans le sens le plus adéquat possible, en faisant en sorte qu'on agisse selon le contexte et qu'on respecte le bon déroulement. C'est toujours ma ferme volonté. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je vais retirer mes propos. Le fait de bloquer les travaux parlementaires. Monsieur le Président, cela étant dit, je pense qu'on doit faire preuve de décorum ici et le Parti libéral doit se comporter avec un décorum pour le respect de notre institution. À premier titre, le leader de l'opposition officielle. S'il vous plaît. J'apprécie. Maintenant, le propos a été retiré. Je vous demande à tous, dans cette même volonté, arrêtez de vous interpeller encore une fois, arrêtez de chahuter et faisons en sorte de reprendre dans un climat adéquat la question maintenant. Question du Monsieur le député de Néligan. Vous êtes le seul à avoir la parole. Reprenons en calme dans un aspect collaboratif. Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration dit à qui veut bien l'entendre qu'il a le devoir de réformer le système d'immigration. Le problème que nous avons pu constater depuis son arrivée à la tête du ministère, c'est que ces réformes sont brouillonnes et inhumaines. Il suffit de rappeler la mise à la poubelle de 18 000 dossiers d'immigration, ou encore la réforme décriée de toutes parts du PEC affectant au-delà de 40 000 personnes. Le ministre a su faire consensus. Le problème est que le consensus est contre lui. À défaut d'être humaine, les réformes du ministre doivent minimalement avoir un fondement statistique, ainsi que les réductions, autre que la réduction des seuils. Eh bien non. Les statistiques de l'immigration, sous sa gouverne, ne se sont pas améliorées. Au contraire, elles sont même pires. Parlons-en. Taux de chômage des immigrants en bas de 5 ans en hausse. La rétention des personnes immigrantes en baisse. Est-ce que le ministre se rend compte de l'impact négatif de ces mauvaises décisions et qu'il nuit au Québec? Ministre de l'Immigration. Bien, Monsieur le Président, c'est intéressant les propos du député de Néligan aujourd'hui. Savez-vous pourquoi?
Parce que le Parti libéral a laissé un inventaire important de dossiers s'accumuler à Ottawa, Monsieur le Président. Parce que ce que le Parti libéral faisait, il n'y avait pas de prévisibilité. Il acceptait les gens et donnait un CSQ et par la suite attendait durant des années avant d'avoir votre résidence permanente. Ça, c'était le système libéral. Et même avec le remboursement des 18 000 dossiers, des gens qui avaient déposé leur candidature, pas en fonction des besoins du marché du travail, on l'a remboursé, justement pour faire en sorte que les prochaines personnes qu'on va sélectionner, elles soient en lien avec les besoins du marché du travail. Alors, quand le député de Néligan se lève aujourd'hui en Chambre pour nous dire, écoutez, votre bilan, il n'est pas bon, je dis, Monsieur le Président, soyez patient parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est justement arrimer les besoins du marché du travail avec le profil des candidats à l'immigration. Mais l'enjeu, Monsieur le Président, c'est que le Parti libéral a laissé un désastre, n'a pas géré l'inventaire, s'est pas assuré d'avoir des cibles de sélection en lien avec les cibles d'admission, faisant en sorte que les gens attendaient durant 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans avant de pouvoir venir au Québec puis venir participer à la société québécoise. Honnêtement, Monsieur le Président, on n'a pas de leçon à recevoir de la gestion libérale relativement à l'immigration. On tente d'améliorer les choses. Monsieur le député de Néligan, votre première complémentaire. Monsieur le Président, je vais vous parler du désastre caquiste en 2019. Il est là, Monsieur le Président. En 2019, Monsieur le Président, le taux de chômage des immigrants en bas de 5 ans, il est passé de 7,9 à 13,5. En une année, Monsieur le Président, et la rue, c'est un succès. 5,6% d'augmentation de taux de chômage des immigrants en bas de 5 ans. Ça permet au Premier ministre de faire une mise à jour dans ces chiffres. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut se rendre à l'évidence qu'elle fait fausse route? L'immigration, à vous la parole. Votre collaboration, être attentive. Monsieur le Président, c'est justement pourquoi il faut sélectionner les personnes migrantes en lien avec les besoins du marché du travail. Parce que le député de Néligan ne dit pas à la population. Ce qu'il n'ose pas dire, c'est que les gens qui sont admis cette année, Monsieur le Président, ce sont ceux qui ont été sélectionnés par le Parti libéral du Québec. Ils n'ont pas été sélectionnés en fonction des besoins du marché du travail. Alors, quand le député de Néligan prétend des choses qui relèvent du bilan de sa propre formation politique, moi, je serais gêné de me lever pour dire, écoutez, on est contre le fait que vous fassiez des réformes, on est contre le fait que vous donniez davantage de services de francisation, d'intégration, d'accompagnement des personnes migrantes. Voyons donc, Monsieur le Président, que le Parti libéral prenne ses responsabilités, qu'il assume puis qu'il dise la vérité aux Québécois. Deuxième complémentaire. Deuxième complémentaire, encore une fois. Je pense que c'est important parce que le député souhaite qu'on l'entende. En réponse aussi, Monsieur le député, votre question. De bonnes politiques amènent des bons résultats et de mauvaises politiques amènent les résultats du député du Bordua. La preuve, Monsieur le Président, sous notre gouverne, nous avions réduit de 5% le taux de chômage. Mise à jour, une deuxième pour vous. Lui, il faut le faire. En un an de mauvaises politiques, recul après recul, il a réussi à augmenter le taux de chômage de 5,6 en un an. Monsieur le Président, le ministre aime ça les tests. Tout le Québec s'en rend compte. Sa note à lui est un Monsieur échec. le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Immigration, votre réponse. Monsieur le Président, avec le Parti libéral, c'était des années que ça prenait avant de pouvoir. À partir du moment où vous avez été sélectionné puis vous êtes admis au Québec, des années. Les gens qu'on a accueillis au cours de la dernière année, ce sont les gens qui ont été sélectionnés par le Parti libéral du Québec. Peut-être que le député de Néligan ne comprend pas comment fonctionne le système d'immigration qui a été mis en place par le Parti libéral du Québec. Non, je m'excuse. Non. C'est encore une fois, là, je vous demande de faire attention et d'être prudent dans vos propos, de ne pas aller là et de ne pas dire ça non plus. Vous le savez fort bien, Monsieur le ministre. Non, je veux dire, ce n'est pas des propos que l'on souhaite, ce sont des propos blessants, Monsieur le ministre de l'Immigration. Je vous demande encore une fois d'éviter ces propos-là. Ils sont blessants et non nécessaires à ne pas être utilisés ici. Monsieur le Président, je me rendrai disponible pour expliquer aux députés de Néligan comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, on pourrait le faire en collaboration avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, qui a été ministre de l'Immigration et qui elle-même a sélectionné les personnes migrantes que l'on a accueillies cette année. En terminant, question principale, Monsieur le député, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition, à vous la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Le Parti québécois, comme les partis d'opposition, veulent une commission parlementaire sur la fuite de données de Desjardins, mais l'affaire, c'est que c'est pas juste Desjardins. D'autres victimes ont eu affaire avec d'autres vols de données. Le gouvernement veut imposer une commission parlementaire chez Desjardins, mais refuse d'en garder dans sa propre cour.
Revenu Québec cet été. Et là, on apprend ce matin, la Régie d'assurance maladie est une passoire à données personnelles, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sensible que les données médicales? Honnêtement, là, est-ce que le gouvernement est prêt à uniquement convoquer Desjardins en commission, mais refuse catégoriquement de convoquer Revenu Québec et ce matin, la RAMQ, pour regarder dans sa propre cour? Que dites-vous aux Québécois, aux Québécoises? Dans le privé, c'est sérieux. Dans le public, on s'en fout. Monsieur le ministre responsable des changements transformation numérique gouvernementale. Inquiétez-vous. Moi aussi, Monsieur le Président, j'ai de la misère avec mon propre titre. Monsieur le Président, c'est un peu surréaliste ce que j'entends parce que si les partis d'opposition veulent poser des questions, ça va me faire plaisir. On va en poser des questions, notamment au député de Robert Baldwin. Comment se fait-il que le gouvernement du Québec avait encore 457, pensait avoir 457 sites de stockage de ces données? On fait une cartographie, il y en a 550. Vous en avez échappé une centaine. Comment peut-on assurer la sécurité de nos données alors qu'on ne sait même pas où est-ce qu'elles sont stockées? Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu de catégorisation de nos données pour savoir quelles données étaient sensibles, devaient avoir un régime de protection supplémentaire? Ça n'a jamais été fait. Comment se fait-il, Monsieur le Président, qu'on ne faisait pas une journalisation de nos données pour savoir qui a accès à quoi, quand? C'est toutes des mesures qu'on est en train de mettre en place, Monsieur le Président, parce qu'en 15 ans de gouvernance, ils ne l'ont jamais fait. En 18 mois de gouvernance, ils l'ont jamais fait. Je prends 2 secondes, mais de vous adresser toujours la présidence, s'il vous plaît, tous, à moi. Merci. Ils ne l'ont jamais fait, Monsieur le Président. Je m'adresse à vous. Je ne vous regarde pas, mais c'est à vous que je parle. Mais j'espère, Monsieur le Président, que la prochaine commission parlementaire qu'ils vont demander, c'est un gros miroir puis que c'est un examen de conscience qu'ils vont faire. Première complémentaire, sans commentaire, s'il vous plaît. Sans commentaire suite aux réponses, s'il vous plaît. Monsieur le leader du 3e groupe d'opposition. Monsieur le Président, je vais déposer une motion tout à l'heure et la motion est presque identique que celle qui nous sera posée. On rajoute Revenu Québec, on rajoute la Régie de l'assurance maladie, et on rajoute l'Union des consommateurs. Pourquoi le gouvernement refuse d'entendre ces 3 organismes? Dites-les aux Québécois. Pourquoi la fuite de Desjardins, c'est grave, mais la perte de nos données médicaux et la perte de nos données financières, ça compte pas. Je suis pas l'opposition libérale, je suis un citoyen qui veut des réponses. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le gouvernement prend ses responsabilités. On va entendre, si l'Assemblée accepte d'être saisie du mandat, on va entendre 6 groupes la semaine prochaine, justement relativement à l'événement qui est survenu chez Desjardins. Le ministre des Finances, la ministre responsable de l'accès à l'information ont déjà indiqué leur volonté de déposer des projets de loi pour améliorer la sécurité des données personnelles dans le cadre de la vie quotidienne des Québécois, Monsieur le Président. Et à cette occasion, comme c'est généralement l'habitude également, il y aura des consultations aussi sur des projets de loi qui sont davantage plus larges. Dans ce cas-ci, Monsieur le Président, je pense que les Québécois s'attendent à ce qu'on entende notamment Desjardins relativement à l'événement qui est survenu, relativement au vol de données chez Desjardins. Et c'est, si l'Assemblée accepte, c'est ce que nous ferons dès la semaine prochaine. Et les groupes d'opposition devraient y adhérer. Monsieur le leader du 3e groupe d'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. Les citoyens et citoyennes du Québec attendent des réponses. Ce matin, on apprenait que 867 fois, on avait consulté des dossiers médicaux. 4000 clés USB pour accéder aux dossiers privés ont été perdues. Une femme victime de violences conjugales. Imaginez-vous donc, Monsieur le Président, on a eu accès à son dossier. Les dossiers de la RAMQ, là, ils sont sur le dark web à côté des pédophiles qu'on peut trouver, puis aussi de la drogue. Monsieur le Président, c'est le bar ouvert puis le gouvernement se colle les mojitos. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous défilez? Le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Premièrement, Monsieur le Président, pour ce qui se passe en santé, la perte d'une clé ne veut pas dire nécessairement accès aux données. C'est une authentification à 3 niveaux. La clé, le code d'usager, puis le mot de passe. Si vous perdez votre carte de guichet, ça ne veut pas dire que j'ai votre NIP. Donc, avant de créer de la panique, on va réfléchir. Ensuite, nous, on est arrivé, Monsieur le Président, puis il y a une chose qu'on n'a jamais retrouvée dans aucun document gouvernemental, c'est le mot cybersécurité. Ça les a jamais intéressés. Nous, on est en train d'élaborer une politique de cybersécurité avec tous les experts du milieu. On a mis en place un groupe de cybersécurité qui va s'assurer d'avoir une meilleure défense de nos systèmes d'information. On est arrivé, Monsieur le Président, il y avait des ROSI, responsables organisationnels des systèmes d'information. L'économie, il n'y avait pas de formation. On est en train de les envoyer à l'école pour qu'ils soient de plus en plus compétents. Question principale, Monsieur le député de Rosemont.
Merci, M. le Président. En campagne électorale, le gouvernement a promis d'aller chercher 1 milliard de trop dans les poches des médecins spécialistes. En étude de crédit, le premier ministre a réitéré sa promesse. C'était toujours 1 milliard. Hier, il y avait des chiffres qui circulaient, 650 millions. Aujourd'hui, ce serait 500 millions. Une chance que la date limite a été fixée demain par le président du Conseil du Trésor, parce que si ça continue, la semaine prochaine, on va redonner de l'argent aux médecins spécialistes. Quand il s'agit de redonner de l'argent aux Québécois, comme les trop perçus d'Hydro-Québec, pour la CAQ, c'est 50 %, on coupe la poire en deux. Quand il s'agit de s'entêter dans des mauvais projets comme le troisième lien ou la maternelle 4 ans, là, par contre, le gouvernement, M. le Président, donne son 110 %. La question est simple. Simple. Est-ce que le gouvernement va honorer son engagement et aller chercher 1 milliard de dollars tel que le premier ministre s'y est engagé? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, merci, Monsieur le Président. Je crois que cette question-là, elle est très à propos, puis j'apprécie la question du député. J'aimerais bien vous assurer, comme je l'ai dit, suite à l'intérêt cette semaine de ce dossier-là, que nous allons réserver nos commentaires monétaires sur les négociations qui prennent part avec la FMSQ pour une raison bien simple. C'est que je pense qu'il est tout à fait naturel de discuter en dehors du public. En cette Chambre, ce que je vous dirais, c'est ce que j'ai dit depuis quelques jours, le dossier avance assez bien et je crois qu'il sera possible au cours des prochains jours de voir si nous avons une perspective d'entente qui pourrait nous permettre de continuer et de conclure une entente qui serait non seulement bonne pour le gouvernement, acceptable pour la FMSQ, mais surtout qui permet aux patients d'être traités correctement et dans des délais raisonnables. Donc, on est à la recherche de montants intéressants, on est à la recherche de récurrence dans la diminution des paiements, mais surtout d'avoir des patients qui sont satisfaits. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Sur la discrétion des négociations sur la place publique, là, visiblement, le mémo ne s'est pas rendu au cabinet du ministre parce qu'il y a des chiffres là, partout qui courent en ce moment. Et il se passe des drôles de choses ailleurs au gouvernement. Pendant que le ministre de l'Économie investit dans des dirigeables, son collègue au Trésor, lui, se dégonfle devant les médecins spécialistes, comme d'habitude. Je vois que le premier ministre apprécie. Est-ce que, finalement, encore une fois, c'est la présidente de la FMSQ qui va dicter la marge de conduite au gouvernement? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. J'essaie de penser, là, pour être très honnête avec vous, Monsieur le Président, c'est qui se dégonfle, là? Je vais juste vérifier un petit peu mon veston ici, mais je vais passer par-dessus ça. Mais ce que j'aimerais dire, puis je vous demande d'être patient, Monsieur le Président, puis je demanderai à tous nos collègues députés, c'est un dossier sur lequel je travaille depuis 1 an. J'ai eu un mandat très clair du premier ministre de rétablir une rémunération acceptable avec une proportion de moins 9 % avec le reste du Canada. Et ce que je vous demanderais dans une période aussi critique, peu importe d'où viennent les fuites, peu importe d'où vient l'information, soyez patients, nous allons avoir une entente qui va être acceptable. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Bien, la patience, vous savez, le ministre dit lui-même que ça fait 1 an qu'il travaille là-dessus, puis il a perdu patience parce que c'est lui-même qui a mis une date limite demain. Pourquoi il n'est plus capable, le ministre, de prononcer les mots « 1 milliard ». Le premier ministre a dit « j'accepterai pas que les médecins spécialistes gagnent 1 milliard de trop ». Là, il est en train de dire aux Québécois « c'est pas grave qu'on ne remette pas les 500 millions qui manquent aux Québécois ». Ça va, Monsieur le Président? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, écoutez, je pense que c'est pas la première fois qu'on va voir des négociations qui prennent beaucoup de temps. Ce que j'aimerais dire, par exemple, c'est qu'on va respecter notre parole. Lorsqu'on est arrivé, non seulement on a commencé à avoir des discussions, mais on s'était assuré de mettre en place une étude qui comparait la rémunération des médecins avec celle de l'Ontario, avec celle du Canada. Cette étude-là, on l'a reçue et c'est exactement pour ça qu'on attend d'avoir les résultats finaux pour être capable de terminer nos discussions avec la FMSQ. C'est tout à fait dans le plan qu'on avait présenté. Merci beaucoup. Question principale. Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, vous la trouvez comment, notre eau?
Vous savez, le plomb dans l'eau... Continuez de laisser la parole à le député. S'il vous plaît. Je vais demander de partout. Je vais vous demander également, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas commenter et d'écouter attentivement la question de la députée de Saint-Laurent. Merci. Vous pouvez écouter, ça risque peut-être enfin de vous alarmer l'eau, la qualité de l'eau dans nos écoles. En ce moment, certaines écoles, il y a du plomb dans l'eau. C'est hautement toxique, surtout sur les plus vulnérables. Les jeunes enfants sont les plus vulnérables parce que le plomb circule dans le sang et traverse les barrières du cerveau et interfère avec le fonctionnement normal du système nerveux central. Les effets, Monsieur le Président, sont les suivants. Augmente l'hyperactivité et peut diminuer le quotient intellectuel de nos enfants. Hier, le ministre de l'Éducation a finalement envoyé une directive et de l'argent aussi pour tester. Maintenant, est-ce qu'il veut prendre l'engagement qu'il y aura aussi de l'argent pour faire les réparations? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, c'est particulier venant de la formation politique qui a négligé nos infrastructures scolaires pendant plus d'une décennie. C'est quand même quelque chose. Il faut dire aussi qu'il y avait un reportage en novembre 2013. Qui s'appelait « L'eau des écoles est-elle toxique? » Il y avait un taux de plomb supérieur à la norme canadienne dans plusieurs fontaines d'eau primaires. Mais il a fallu attendre qu'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour qu'on mette enfin 2,3 milliards pour rénover nos écoles, pour mettre à jour toutes les normes, pour mettre aux normes nos fontaines d'eau et pour qu'on envoie une directive très, très claire à toutes les commissions scolaires et qui se rendent partout, avec l'argent évidemment pour faire des travaux, avec des tests qui sont avalisés par des spécialistes comme Mme Prévost de Polytechnique Montréal, spécialisée dans ces choses, pour nous aider à avoir les meilleurs procédés. Et on garantit une chose, toutes les fontaines d'eau dans toutes les écoles du Québec seront testées d'ici la fin de l'année, d'ici le 23 juin 2020. Et s'il y a des fontaines qui ne sont pas adéquates, on va, les condamner et deux, les remplacer très rapidement. Madame la députée de Saint-Laurent, votre complémentaire. Président, l'enveloppe de 2,3 milliards essentiellement sert aux maternelles 4 ans et à d'autres agrandissements. L'argent est déjà dépensé. Maintenant, il ne répond pas à la question de savoir si oui ou non il va y avoir de l'argent additionnel pour faire les réparations. Le premier ministre est assez vieux, c'est le doyen de l'Assemblée nationale pour savoir que le plomb, ça fait des années qu'on en parle et que oui, il y avait un programme qui a été mis en place. J'espère que ça vous intéresse un peu, Monsieur le Premier ministre. Visez haut. Le programme Visez haut. Je vous demande d'éviter, encore une fois, de réagir pendant que les questions sont posées, tout comme pendant que les réponses sont données également. Je pense que la règle est claire. Je vous demande de le faire également et je vous demande aussi de ne pas réagir pendant des questions. C'est important de les entendre. Vous comprenez le message. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, ça fait plusieurs fois que je me lève depuis les 2 dernières semaines pour rappeler à la députée de Saint-Laurent de faire en sorte de s'adresser à vous lorsqu'elle parle. C'est assez. C'est assez. Je pense que cette règle-là, je la rappelle, je pense, à plusieurs dizaines de fois par séance ou par période de questions. Vous la connaissez, je le sais également. Je vous demande simplement votre collaboration. C'est pas très compliqué pour le bénéfice et l'efficacité de nos travaux. Madame la députée de Saint-Laurent. Vont-ils sincèrement entendre à la Saint-Jean-Baptiste pour réparer? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je commencerai par une information importante. Ma collègue prétend que 2,3 milliards dans le plan québécois des infrastructures, qui est là pour rénover, retaper, mettre aux normes l'ensemble de nos infrastructures, pourrait aller dans l'ajout d'espace, puis là, à l'association maternelle 4 ans. Alors, je l'informe qu'il y a eu 1,7 milliard annoncé en juin dernier pour de l'ajout d'espace, pour construire les écoles. Vous savez, celles que vous avez refusé de construire ces dernières années. Alors, on a annoncé ces constructions-là en juin. Le 2,3 milliards, c'est autre chose. Ça, c'est pour rénover les écoles que vous n'avez pas rénovées. S'il vous plaît. Deuxième complémentaire. J'espère que les gens aussi souhaitent écouter votre question. Je vous écoute. Clairement, il dit, là, l'argent dans le 2,3 milliards, c'est pour les maternelles 4 ans, c'est pour les agrandissements des rénovations. Il dit clairement, maintenant, l'argent est déjà dépensé, ils ne savent pas compter. Alors, de toute évidence, Monsieur le Président, ils ne réalisent pas l'importance d'avoir de l'eau de qualité. En ce moment, il y a des parents qui sont inquiets parce qu'il y a de l'eau avec du plomb, d'autres avec du cuivre et d'autres même avec de l'arsenic. Alors, est-ce que oui ou non, on peut avoir un ministre de l'Éducation qui prend un engagement clair que ça coûtera ce que ça coûtera pour avoir de la qualité dans nos eaux, dans nos écoles?
Monsieur le ministre de l'Éducation, nous souhaitons entendre la réponse. Tout le monde. Monsieur le Président, sur le débat de chiffres, peine perdue, je vais passer à autre chose. Sur la qualité de l'eau, ça a déjà été annoncé il y a quelques semaines. C'est clair, c'est validé par les spécialistes, notamment Mme Prévost. Les tests seront faits et dès les premières gouttes d'eau, d'accord? Pas comme les précédents gouvernements, dès les premières gouttes d'eau qui sortent des fontaines, l'eau sera testée. L'eau sera testée une seconde fois ensuite pour tester la fontaine, mais aussi la tuyauterie. Ça va être testé de deux façons, avec des tests qui sont à jour, avec des standards qui vont venir du ministère. Ce sera testé, validé, corrigé et l'eau sera saine dans nos écoles. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, le ministre de l'Économie est plus vert que le ministre de l'Environnement. Il faut le faire. Dans le projet insensé de GNL Québec, mercredi dernier, le ministre de l'Économie a énuméré une liste de conditions qui le rendraient confortable avec le projet. Il veut, entre autres, avoir l'assurance que le projet va permettre d'appuyer la transition énergétique au Québec et de réduire les émissions planétaires de GES. Si ce n'est pas le cas, il a dit que son gouvernement pourrait refuser le projet. La seule façon d'avoir les réponses aux questions très pertinentes du ministre de l'Économie, c'est d'avoir une étude élargie du BAP qui examinerait le projet à partir de l'extraction du gaz albertain jusqu'à sa combustion à l'étranger, en passant par l'usine de liquéfaction. Est-ce que le ministre de l'Économie peut juste se retourner de bord, parler à son collègue de l'Environnement et lui demander de mandater enfin un BAP global sur ce projet-là, de l'extraction jusqu'à l'exportation? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Ça permet de confirmer que le ministre de l'Économie et moi, on se parle régulièrement de cet enjeu, mais bien d'autres également, parce que contrairement au Parti québécois, on ne voit aucune dichotomie entre l'économie et le développement de l'environnement. Ceci dit, concernant le projet GNL, les oppositions semblent plus pressées que le gouvernement lui-même. Ce que l'on dit à ce stade-ci, c'est aux promoteurs à vendre les mérites du projet. Quant au gouvernement du Québec, il est très clair depuis le début que le projet, s'il va de l'avant, sera soumis à la plus stricte évaluation environnementale qui soit. Le collègue demande un BAP, nous on en demande deux. Il y aura deux BAP pour le projet en question, un pour le volet gazoduc et l'autre pour l'usine de liquéfaction. Donc, deux fois plutôt qu'une de bien évaluer le projet et s'assurer qu'il rencontre nos critères en matière de protection de l'environnement. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. J'aimerais que vous tourniez si on entend bien. À vous la parole. Tant qu'à ça, là, ce qu'on veut, c'est le bon BAP. Le ministre de l'Environnement n'a pas l'air de s'apercevoir qu'il est en contradiction flagrante avec son collègue de l'Économie que je cite, là. Si ça va dans les endroits qui consomment présentement de l'énergie fossile ou l'autre, il va falloir l'évaluer globalement. Globalement, c'est le ministre de l'Économie qui dit ça. Alors, est-ce que le gouvernement va enfin admettre que dans ce dossier, la seule chose qu'il faut faire, c'est enfin un BAP global de l'extraction du gaz jusqu'à son exportation? Monsieur le ministre de l'Environnement. Le grand problème avec le Parti québécois, et c'est une des raisons pour laquelle il se retrouve à la troisième opposition, c'est qu'il dit une chose alors qu'il est dans l'opposition, une chose lorsqu'il est en campagne électorale et surtout une chose très différente au moment qu'ils sont au gouvernement. Il y a moins d'un an, Monsieur le Président, lors de la campagne électorale partielle dans le comté de Roberval, le candidat du Parti québécois disait sur toutes les tribunes, c'est important de dire qu'il faut arrêter de voir tous les projets de façon tout noir ou tout blanc. C'est un projet, en parlant de GNL, qui est très important et qui, sur l'échelle mondiale, va avoir des bons effets sur l'environnement. Donc, dans l'opposition, en campagne électorale, le Parti québécois dit une chose, et lorsque vient le temps de raisonner leur pensée... Monsieur le député de Jonquière, à vous la parole pour votre deuxième complémentaire. Pas de réaction, s'il vous plaît. Vous connaissez aussi cette règle, elle est simple. Monsieur le député. Oui, j'inviterai le ministre de l'Environnement à lire l'analyse du cycle de vie du projet GNL qui affirme qu'au moins 40 de la production de GNL Québec va aller en addition de gaz naturel sur les marchés étrangers. En addition. Donc, 40 par année de 11 millions de tonnes de gaz naturel. C'est qui qu'on doit croire dans ce gouvernement? Le ministre de l'Économie qui veut un BAP global ou le ministre de l'Environnement? Monsieur le ministre de l'Environnement. Le collègue devrait prendre la parole de son propre candidat. Il ne doit pas être dénué de sens puisqu'il l'a engagé comme attaché de presse. Donc, ce n'est pas à moi qui doit poser la question. C'est à son attaché de presse lui-même. Mais chose certaine,
un discours très différent quand le parti est dans l'opposition versus quand il est au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, au fil du temps, il a occupé ses banquettes ici, ensuite l'opposition officielle, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. À la prochaine élection, c'est à partir du balcon qu'ils vont écouter la période de questions. Non, je m'excuse. Arrêtez. Question principale, monsieur. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Oui. Monsieur le Président. Monsieur le Président, bien honnêtement, là. Je viens de donner la parole au leader du troisième groupe d'opposition. Non, je viens de donner la parole au leader du troisième groupe d'opposition en réplique. Monsieur le leader, à vous la parole. Monsieur le Président, je pense que la teneur des propos du collègue ne respecte pas le décorum d'essayer de faire de la mauvaise politique sur des situations qui est un choix électoral. Et à ce que je sache, les gens du Québec nous ont élus et qu'on soit assis dans le gouvernement ou dans l'opposition, nous sommes élus députés à 125. Bien honnêtement, Monsieur le Président, je demandais qu'il retire ses paroles. C'est un non-sens. Je suis intervenu tout à l'heure. Je suis intervenu il y a quelques instants pour vous demander d'éviter d'utiliser des propos blessants. C'est vrai pour tous, ce sont des propos blessants. Alors, je vous demande d'éviter d'utiliser des propos comme ceux-ci qui ne servent pas le travail et l'efficacité de cette période de questions et de tous les parlementaires confondus. Monsieur le leader du... Rappel au règlement avant que vous déclariez la période de questions fermée. Rappel au règlement en vertu de l'article 2 pour vous souligner, et qu'on me corrigera si j'ai tort, mais c'est la première fois depuis la 42e législature que les oppositions auront pu poser 7 questions. C'est arrivé une seule fois où 8 avaient été posées, et 3/4 du temps, 9 sont posées, et l'autre quart du temps, 10 sont posées. Alors, à l'article 2, Monsieur le Président, vous êtes chargé de faire en sorte de faire observer le règlement, de maintenir l'ordre et de faire en sorte que l'on puisse bien fonctionner. Je vous soulève cet article important qui, force est de constater, Monsieur le Président, que la période de questions aujourd'hui, en regard de l'article 2, n'aura pas été à la hauteur de nos attentes. Merci. Je me permets. Monsieur le leader de l'opposition officielle, et globalement, je le déplore, nous devons nous rendre plus loin. Mais l'attitude générale aujourd'hui est en cause. Nous avons tous une responsabilité collective. J'ai rencontré cette semaine les whips pour faire en sorte qu'on puisse également réfléchir à cette attitude générale nous permettant d'atteindre le plus grand nombre de questions. C'est ma volonté la plus profonde. De tous les côtés, tous les parlementaires confondus, cette responsabilité collective, aujourd'hui, dommage. Cette question, pour moi, ce n'est vraiment pas suffisant. Je le déplore également, je le prends en considération, mais je vous demande une collaboration sur l'attitude générale pour arriver à être capable de donner aussi à ceux et celles qui nous font confiance ce qu'ils souhaitent entendre. Alors, une responsabilité partagée, la mienne, la nôtre. Je vous demande votre collaboration à ce sujet. Je pense que ça clôt ce sujet-là, Monsieur le leader du gouvernement. Je pense que ça clôt sur ce sujet-là. Merci. Cela me fait la période de questions et de réponses orales.